De retour dans la tranche info sur Canal 10 Télévision. Place maintenant au focus et au jeudi anthropologie. Et nous avons avec nous sur le plateau Nyoseré Kalala Omotunde, notre expert des humanités classiques africaines. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors avant d'en venir à la thématique du jour et qui sera consacrée justement à l'origine africaine des fêtes de Noël. Totalement. Pour ceux qui veulent babiller, vous pouvez appeler au 96 10 10. Pour ceux qui ne seraient éventuellement pas d'accord et voudraient plus d'explications ou débattre avec M. Omotunde, il faut que je précise, M. Omotunde aussi, c'est pas M. Omotunde qui refuse les débats. Je propose des débats avec lui, mais c'est plutôt les autres personnes qui refusent de débattre avec M. Omotunde pour ceux qui s'interrogeraient sur l'organisation des plateaux. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises, mais... peut-être que vous faites peur, je ne sais pas, peut-être que vous mangez les gens. Pas du tout. Je ne sais pas. Pas du tout, mais on ne veut pas façader, avec vous, à mon plus grand regret. Bon, passons. Avant d'en venir à notre thématique justement sur l'origine africaine des fêtes de Noël, j'aimerais bien qu'on parle de ce match qui opposait le PSG. Justement content que j'en bégaye. Donc lors d'un match justement avec le PSG, un arbitre aurait appelé effectivement des joueurs de black guy, ce qui n'a pas du tout été accepté par notamment Dembaba, un joueur qui se bat contre le racisme depuis des années. Il a vite été rejoint justement par ses camarades et on a eu 22 joueurs finalement de football dans un gros match justement qui ont quitté le terrain à peine au bout de 20 minutes de match, du jamais vu. Vous en pensez quoi? Non, c'est-à-dire que la chose est vraiment... ça fera date. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un match de Ligue des Champions, c'est-à-dire que vous avez des milliers, des centaines de milliers, voire de millions de personnes qui sont intéressées par l'événement lui-même, le résultat de l'événement. Vous avez toutes les directions sportives, aussi certains chefs d'État, puisque ça implique des rencontres, donc aussi sur le plan européen. Et au bout de la 23e minute de jeu, vous avez l'arrêt de match. Parce qu'il y a eu, au-delà d'un incident raciste, quelque chose qui ne se fait pas. Et qui implique là directement la FIFA et le respect des valeurs même. C'est-à-dire le comportement de la FIFA vis-à-vis du respect de ses propres valeurs. Maintenant, ce qui est notoire et qui est relativement marquant, c'est qu'un incident comme ça, en aire du Poisson, je dirais, n'aurait pas fait autant de dégâts, je dirais, sur le plan de la symbolique, de la philosophique et aussi de la notion des rapports humains que le même incident à l'ère du Verseau. Comme je dis toujours, les choses, les injustices de l'ère des Poissons ne passeront plus à l'ère du Verseau. Et c'est vrai que, je dirais, ceux qui n'ont pas encore compris, voilà le énième exemple qui montre bien qu'il y a quelque chose dans la tradition des anciens qui est relativement importante, c'est-à-dire qu'il y a une modification de l'environnement énergétique de la planète et de l'espace qui fait que certaines choses qui étaient possibles avant ne le sont plus après. Alors je le dis d'autant plus parce que beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi certaines civilisations disparaissent? Elles disparaissent parce que les énergies de l'ère nouvelle ne correspondent plus aux énergies qui leur ont permis de prospérer. Donc les énergies qui sous-tendaient effectivement... oui, l'ère des Poissons, c'est-à-dire que toutes les civilisations qui étaient, je dirais, qui n'avaient pas de respect pour la nature et pour l'humain, pour la vie en général, sont des civilisations qui ont prospéré durant l'ère des Poissons. Maintenant, il y a une espèce d'addition qui est demandée, on le voit, les gilets jaunes et beaucoup d'autres choses, y compris sur le plan climatique. Mais ça arrive chez nous d'ailleurs. Oui, ça arrive, mais ça arrive partout. Ça arrive partout parce que la planète, elle est reliée énergétiquement parlant. Il ne faut pas oublier non plus que l'eau est un vecteur qui diffuse l'énergie et il y a 75% d'eau sur la planète et il y a 75% d'eau dans l'être humain. Donc de toute façon, vous voyez, la connexion se fait automatiquement. Maintenant, la chose qui est quand même aussi très particulière, c'est que on voit qu'il y a un phénomène dit de confinement entre guillemets qui se produit à un moment où il y a une grande sensation mondiale d'injustice. C'est-à-dire que vous libérez les choses là maintenant, tout le monde est dans la rue en train de manifester. Clairement. Et donc ça montre bien que cette manifestation nourrit aussi les énergies de l'ère du Verseau, puisque les énergies de l'ère du Verseau, c'est l'équilibre, c'est le bonheur pour tous, c'est l'abondance pour tous, c'est la lutte contre les phénomènes de cupidité, ce qu'on appelle les portes de cupidité, et tout cela
fait qu'il se passe un certain nombre de choses parce que beaucoup ont compris qu'il faut trouver un moyen de freiner, je dirais, les éléments de passage, bien que ça soit quand même impossible. C'est-à-dire, c'est reculer pour mieux sauter. Alors, pour certains internautes, peut-être que certains téléspectateurs n'ont pas encore bien intégré justement la notion d'air. Oui. Est-ce que vous pouvez leur parler? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit une série qui s'appelle Cosmogénèse Kamit. Dans les Cosmogénèse Kamit, du tome 1 au tome 4, c'est exactement ce que j'explique. C'est-à-dire que la tradition spirituelle qui a donné naissance, je dirais, véritablement à la notion de civilisation, je parle notamment de Kemet, la civilisation égypto-nubienne, était arrimée sur la dimension que l'univers propage de l'énergie à travers la création, mais tous les 2150 ans, parce que la position du Soleil change par rapport à la constellation dans laquelle le Soleil est, c'est ce qu'on appelle le grand cycle de 26 000 ans, eh ben, la nature énergétique est modifiée. Vous voyez, je pourrais vous montrer par exemple. Tous les 2150 ans à peu près. Tous les 2050 ans, oui, change. parce que l'inclinaison de la Terre dans l'espace change. Vous avez aussi quelque chose de très particulier, c'est que c'est une modification de la fréquence. Il ne faut pas oublier que le Soleil tourne autour, la Terre tourne autour du Soleil. Donc il y a une double modification, c'est-à-dire la modification de la fréquence au niveau de la Terre, mais la modification de la fréquence au niveau du Soleil aussi, qui s'arrime, parce que c'est ce qu'on appelle la notion cosmotellurique. Hein? Donc à partir de ce moment-là, ça fait qu'on ne met pas suffisamment en avant, premièrement, l'importance que les civilisations anciennes accordaient à cela. Et c'est pour ça que j'ai écrit l'ouvrage pour montrer que nos ancêtres ont toujours pris très très au sérieux ces notions-là, en revoyant et en modifiant complètement leur corpus théologique lors des changements d'air. Vous voyez, donc c'était l'ère des poissons, la divinité Osiris était la divinité des poissons, son épouse Acéta était vierge. Bon, parce que dans la ligne droite cosmothéologique, poisson est associé avec vierge, puisque le soleil étant un poisson, on tire la droite, l'éclat féminin devient de fait la vierge. Donc vous ne pouvez avoir un corpus que d'un fils de Dieu qui est représenté par le poisson et je dirais son épouse normalement. Bon là, en l'occurrence, les matriarcaux n'aiment pas trop la notion d'épouse parce que ça crée un accès féminin au pouvoir qu'ils ne voulaient pas. Vous voyez, donc ils l'ont transformé en sa maman. Bon, c'est du bricolage, mais toujours est-il que le but étant de garder la droite poisson vierge. Voyez, donc à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que là, on se retrouve dans une droite qui est totalement nouvelle, c'est-à-dire on a une droite qui est Hapi, qui est l'abondance, qui est le Nil, ce fleuve qui amène donc je dirais la prospérité de la nation lors de parce que l'Égypte était une civilisation essentiellement agraire. Donc quand le Nil se retire, c'est le moment de planter, et donc ça veut dire que comme il y a eu le limon fertile du Nil, je rappelle que dans les textes, quand Dieu a pris la terre pour fabriquer l'homme, donc pour créer l'homme, c'est pas la terre, mais le limon fertile du Nil. Limon fertile, donc voilà. Le limon qui est très noir. Voilà, très noir et très fertile, c'est pour ça qu'on l'appelle le limon fertile. Donc ça a été une humanité fertile. Fertile en connaissance, fertile en spiritualité, fertile dans tous les domaines. C'est pour ça que quand on parle du papier vient de papyrus. Quand on parle de livre, le livre en égyptien ancien c'est Médiat. Voilà, c'est pas pour rien que tout vient de là, parce que c'est une civilisation fertile. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il faut que les humains comprennent que certains comportements de l'ère du poisson ne sont plus possibles à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, cette tendance à entretenir un peu la confusion, l'énervement, l'excitation, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut reposer les conditions d'un équilibre. Vous voyez, remettre aussi en considération sa relation avec le vivant. Mais la relation avec le vivant, dans nos textes, commence par la relation de soi-même avec soi-même. Voilà, c'est-à-dire qu'on constate que la relation avec soi-même, de soi-même avec soi-même étant déjà des fois conflictuelle, puisqu'on a plutôt tendance à se dire des choses négatives que des choses positives, ben ça crée forcément des déséquilibres dans la relation avec l'autre. Donc ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Et la chose, c'est qu'il faut correspondre à cette ère. L'ère de l'abondance, c'est quoi? C'est penser abondance. Voilà, il faut penser l'abondance. Penser l'abondance, c'est, je ne sais pas, moi je vous donne un exemple simple. Vous allez sur le marché, vous achetez des fruits à une marchande, ça coûte 9,50 €, vous donnez un billet de 10 €, vous dites gardez la monnaie. C'est pas l'abondance, non? Parce que si vous commencez à ne pas vous connecter à cette énergie de l'abondance, ça veut dire que pour vous, vous n'y êtes pas dedans. Donc il faut manifester aussi les choses d'une façon générale, de manière à bien comprendre que nous avons quitté un espace énergétique pour entrer dans un autre espace énergétique qui va durer 2150 ans. Il faut correspondre aux énergies dans son comportement, dans son mental, dans sa façon de vivre et d'être. C'est très, très important.
Bon. Voilà. Tous les 2150 ans, donc là, on est en train de basculer justement Totalement. dans la nouvelle. Je vous dirais qu'il y a, si nous prenons il y a 10 500 ans, c'était l'époque où nous étions en train de construire le sphinx de Gizeh. C'est-à-dire, c'est le moment où on place les éléments sur le plateau de Gizeh, parce qu'à l'époque, le lion était masculin. Aujourd'hui, le lion est féminin, c'est la déesse Sekhmet. Donc vous voyez que la chose, c'est qu'on a fait un grand tour dans l'histoire. C'est pour ça que je dis que quand l'Afrique a une histoire, mais antédiluvienne, c'est-à-dire très ancienne, c'est pas pour rien. C'est-à-dire on fait des fouilles archéologiques, on retrouve des choses qui remontent à 200 000 ans en Afrique, des civilisations. Donc il faut bien voir qu'on en a connu des ères de 2150 ans. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que finalement l'Afrique maîtrise très bien. Pas simplement au niveau de l'Égypte. Hein. Vous allez chez les Dogons, vous allez au royaume du Congo, ce sont des choses qui sont connues dans les langues locales, dans la tradition locale. Toutes les traditions, les confréries africaines connaissent bien ces notions-là. Je suis sûr que l'Européen aussi connaît très bien. Ah oui, non, mais naturellement, on ne peut pas dominer sans avoir les éléments de connaissance. Par contre, il faut organiser l'ignorance à grande échelle. Et il faut créer aussi des pensées limitantes. C'est-à-dire que ce qu'il y a de très particulier, c'est que chez nous, les gens ne se posent jamais la question de leur source d'information. Moi, c'est quelque chose depuis adolescent qui m'a toujours intrigué dans le fonctionnement du pays. C'est-à-dire, oui, il y a une information, mais quelle est la source ? Les gens prennent de l'information sans se soucier de la source, c'est-à-dire qui est-ce qui a même financé. Parce que des fois, comme je montre dans les universités, vous prenez un document qui est fait par un organisme de gauche sur une thématique. Vous prenez la même thématique, donc émanant d'un autre organisme, dont le directeur est plutôt de droite. Sur la même thématique, vous n'avez pas le même document. On a deux traductions différentes. C'est-à-dire que, voilà, on a une thématique qui est identique, mais qui est arrimée à la géopolitique de celui qui dirige l'établissement. Donc c'est pour cette raison, je dis par exemple aux enseignants que c'est important de montrer et de rappeler à l'étudiant, oui, ça c'est issu d'un organisme dont le patron est plutôt socialiste ou de gauche ou je ne sais pas. Mais voilà le même document lorsque le patron du centre de recherche de documentation est plutôt de droite, macroniste ou je ne sais pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là ? Tout à fait. Parce que quand vous mettez les deux face à face... On a le même problème dans les rédactions, par exemple. On peut avoir la même information, on le voit avec les États-Unis quand un média est plutôt Biden et l'autre est plutôt Trump. Exactement. C'est pas la même façon de traiter l'information. Mais c'est valable pour tout. Vous voyez, il faut arriver à le comprendre. C'est pas remettre en question les choses, c'est tout simplement avoir son esprit critique en éveil. Avoir un esprit critique, je suis d'accord avec vous, ça c'est une bonne chose, mais il y a aussi toute cette falsification de l'histoire qu'on ne va pas omettre nous, puisqu'on se bat clairement contre cette falsification. Totalement. C'est-à-dire, la falsification, c'est quoi quand au fond, c'est lutter contre le complexe d'infériorité des uns, mais le complexe d'infériorité des autres aussi. C'est-à-dire comment arriver à remettre la balle au centre pour expliquer aux uns comme aux autres que les 500 derniers siècles de l'histoire de l'Europe, c'est une histoire coloniale, enfin nauséabonde, quoi, de rapports avec les non-blancs qui sont des rapports catastrophiques, basés sur des choses. On va critiquer ce qu'Hitler a fait alors qu'on a passé des siècles à faire la même chose. Le principe, c'est qu'il doit payer une facture, prochainement d'ailleurs. C'est-à-dire que de toute façon, moi je pars du principe que le temps s'est réglé, ce genre de choses-là. Vous voyez, le temps s'est réglé, ce genre de choses, parce que moi, il y a des choses que ma mère, elle me dit, il y a des choses que tu dis quand tu es en bonne santé, que tu dis plus quand tu as mal à la jambe. Et que tu as besoin d'une béquille, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à te déplacer. Donc, c'est pour ça qu'elle dit non, patiente, parce qu'il faut savoir que ce que tu dis quand tu peux te déplacer, que tu fonctionnes, tu ne peux plus le dire quand tu as mal à la jambe et que tu ne peux plus te lever. Donc, c'est pour ça que je dis, de toute façon, le temps, l'ère du Verseau, ce sont des choses qui savent régler. Moi, je dirais que le temps, comme me disait le professeur Benga, il y a la régénération. C'est-à-dire le temps n'est pas au conflit de la régénération. Parce que pour pouvoir bâtir, pour pouvoir faire, il faut générer sa propre vibration, sa propre énergie. Et si vous n'avez pas pris conscience de l'existence, de la source de votre propre énergie, vous allez passer votre temps à critiquer, mais vous n'allez rien pouvoir bâtir. Or, l'enjeu, c'est qu'est-ce que vous laissez comme témoignage aux jeunes générations. C'est ça les enjeux. Là, tout à l'heure, il y avait effectivement un reportage sur des gens qui font l'école à la maison pour les enfants. Moi, j'ai reçu des gens, même du Canada. Et je leur dis, vous savez, la chose, elle est beaucoup plus complexe que ce que vous pourriez imaginer. Parce que quand on bâtit un projet scolaire, c'est parce que demain, vous avez un projet professionnel.
C'est-à-dire que demain, vous avez une économie que vous voulez léguer aux jeunes générations, normalement. Donc vous transmettez des savoir-faire parce que vous avez ce vrai projet de société qui est relativement consistant. Donc c'est ça la première chose. La deuxième chose, c'est pas de remplacer le bonhomme blanc par un bonhomme noir. C'est de comprendre dans la dimension africaine le paradigme. Ça veut dire que, par exemple, ce monsieur, je lui avais dit une chose très simple. Je lui ai dit, voilà un exercice de mathématiques, est-ce qu'il peut me le faire sans utiliser un algorithme qui est enseigné dans les écoles occidentales? Et il m'a dit, il ne sait pas le faire. J'ai dit, mais c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de dire je fais pour faire la même chose, c'est d'ouvrir l'éventail. Vous voyez, d'ouvrir l'éventail, de montrer voilà, comment on fait ça. Moi, une fois, j'ai fait une intervention au lycée agricole, et même dans d'autres établissements, j'ai montré comment on fait les mathématiciens en Chine, en Inde, en Afrique, en Europe, dans le monde arabe. C'est-à-dire montrer cette diversité. Et d'ailleurs, je me souviens que le rectorat m'avait même félicité le fait d'avoir montré cette diversité sur une thématique de tous ceux qui avaient, dans leur civilisation, dans leur culture, œuvré et avaient laissé leur nom dans l'histoire parce qu'ils s'étaient intéressés aux mathématiques et qu'ils avaient développé des choses. En fait, on a l'esprit trop étriqué. On a juste la version qu'on nous a donnée. C'est-à-dire qu'on fabrique des humains que la nature ne sait pas fabriquer. C'est-à-dire des humains, ils veulent être dans la forêt, mais il n'y a que des cocotiers. Vous voyez, c'est ça qui est étrange. Mais même sur le plan religieux, hein, vous avez des gens qui sont évangélistes, ils ne veulent pas être avec les adventistes, c'est-à-dire des choses que la nature ne sait pas faire. C'est-à-dire que la nature ne sait pas dire, voilà, je fais une forêt. La forêt, tout le monde est ensemble, non? Les arbres sont avec, hein, il y a des animaux du plus petit au plus grand. Enfin, c'est quand même des choses extraordinaires. Mais l'humain, dès qu'il est manipulé dans sa pensée, il ne se rend pas compte que le modèle qui est la grande maman, il s'en détache. Et la grande maman a bâti un modèle dans lequel le conflit n'existe pas. Parce que la diversité, comme on dit, l'univers, c'est l'unité de ce qui est divers. C'est divers, oui, mais c'est quand même uni. Donc c'est ça. Donc c'est l'unité de ce qui est divers. C'est ça qui est important. Tout le monde n'a pas l'impression ah oui, de voir les choses comme ça. Oui, parce que je voilà, dirais la division partout. Le but, c'est de diviser pour mieux régner. Mais régner sur quoi? N'est-ce pas? C'est ça l'enjeu. Ben oui, totalement. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec notre invité en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous parlons toujours anthropologie noire avec le professeur Omotunde et on parle de l'origine africaine des fêtes de Noël. Totalement. Alors la première chose que je voudrais souligner, c'est qu'il y a quelques années, j'avais demandé à beaucoup de personnes de me dire, mais est-ce que ce qu'on nous disait quand on était gamin, c'est-à-dire le fait de tuer le cochon, de faire le boudin, est-ce que c'est notre tradition? Est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment de nous? C'est-à-dire qu'on a ramené d'Afrique, enfin quelque chose qui... Et tout le monde était ok, mais oui, ça vient de nous et compagnie. Bon, la chose c'est que c'est faux. C'est totalement faux. Cette affaire-là, c'est totalement faux. En fait, c'est une fête totalement française, européenne même, que vous allez retrouver même en Tchécoslovaquie, un peu partout en Europe. C'est la paysannerie qui avait l'habitude de faire ça. Ce qu'on appelle la Saint-Boudin ou la Saint-Cochon, ce sont des fêtes vraiment d'une importance notoire. Donc, je dirais qu'il faut quand même arrêter de dire que c'est notre tradition, parce que c'est pas notre tradition, ça n'a rien à voir avec nos origines. Mais il y a aussi une chose que j'ai notée et que j'ai appréciée dans un film qui est passé au cinéma, où il y a un moment le vieux qui reçoit son futur gendre, il lui dit, tu sais, peu importe là où tu iras dans le monde noir, à ce moment-là, nous cuisinons que des restes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'esclavage, les colons ne nous donnaient que des restes. Donc, que ce soit les queues de cochon, les pattes de cochon, les coins à cochon, ce sont des restes. Et c'est parce qu'on avait du talent qu'on a transformé les restes en art culinaire. Mais n'oublie jamais qu'il ne faut jamais manger les restes de personne. Et ça, c'est important de le souligner, parce qu'on ne se transmet pas un certain nombre de choses et on fait semblant d'oublier le passé, mais le passé ne vous oublie pas. Voilà, donc c'est ça, hein, il y a le passé a un peu tendance à vous courir après, donc vous mieux savoir un peu qui vous court après et comment arriver à inverser les valeurs et inverser aussi les énergies. Et on vous dira qu'on ne veut pas revenir sur la culture, monsieur Omotunde. La chose, c'est qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que la chose, elle est enracinée, mais elle ne peut pas être enracinée. Aucune plantation esclavagiste n'est un stage de formation, de la formation ni d'un peuple ni d'une civilisation. D'accord ? Une plantation n'a pas pour vocation de former un peuple. D'accord ? Donc il y a eu le code noir qui a été imposé pendant très longtemps. Et ce code noir a façonné une façon de vivre qui n'est pas une façon de vivre naturelle.
D'accord, c'est de l'artificiel, c'est par la force des armes qu'on a obtenu certains comportements. D'accord, demander aux gens qui pratiquaient avant le maillot-lait, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos arts et traditions de bâton et nos arts martiaux? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on s'est retrouvé finalement à faire un art de combat sans bâton, avec des vieux qui remettent au goût du jour le bâton aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'il y a quand même cet examen qu'il faut faire de façon simple. D'accord, on peut quand même discuter sincèrement. En tout cas, je voudrais montrer déjà le premier document, parce que écouter la musique à la fin, c'est puissant. Je dis aux gens d'écouter la musique. Le brûlage de Monsieur Cochon. Parce que en train de patron, il y a une petite thermique. Les vrais de vrais. Alors ton cœur à chaud, pour toi, il est très rosé. C'est une fête de l'amitié, monsieur, la convivialité, la fête, la joie, le bonheur. C'est le fait de revivre une tradition qui est très importante pour l'Auvergne. Hein. Et pour nous, on peut passer un bon moment. Ouais, je vais pas me la... Allez, on prend le baya. En France, n'oubliez pas de cacher. Je suis de la Polynésie, carrément de la Polynésie de Tahiti. Bon, je suis venu ici découvrir un peu ce qui se passe dans ce voyage. Il y a la fête du cochon et tout. Alors Jojo qui n'est pas spécialement génération en génération finalement. Hein. Alors la tête, évidemment, on la mange. 12 kilos. 12 kilos. Vous étiez pas bien loin. C'est un petit cochon de 120 kilos. C'est du vrai authentique et c'est du savoir-faire surtout. Et là, on s'éclate. Hein. Là, vous pouvez voir effectivement d'où ça vient. Et c'est surtout pas sous cellophane. Allez, je rappelle à tous ceux qui ont réservé pour lui. On met les oignons à cuire avec le grain et les poireaux. Et puis après, on mélange le sang et le lait, tout ça. Et après, on assaisonne. Et après, on fait cuire. On est venu un peu se ressourcer, se nourrir ici avec du bon boudin de Besse. Et là, on va aller boire le rosé. Puis aujourd'hui, avec ce temps, c'est vraiment une sacoche, une vraie. Donc la fête du cochon. Voilà, totalement. En fait, ce qui est important de noter, parce que certains m'ont dit oui, la fête du cochon, ça vient de l'Europe, mais pas le boudin. Le boudin, nous sommes les seuls à le faire. On voit bien qu'en fait, non. Donc la chose, c'est que on a hérité comme ça d'un pan d'histoire qu'on essaye de s'auto-greffer, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez particulier. Maintenant, il y a une chose que je constate, c'est le changement de mets. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'alimentation qui s'opère à partir du solstice. C'est-à-dire que quand vous allez dans les endroits reculés en Europe, effectivement, vous avez cette fête du cochon qui va avoir lieu le 14 décembre, le 15 ou le 17. Quand on arrive au 21, tiens, c'est surprenant, parce que c'est le moment du solstice, et là, il y a un arrêt. Hein, on peut recommencer en janvier, recommencer en février ou même en fin décembre, mais on voit bien qu'il y a une différence, puisque dans tous les deux, il suffit de regarder les documents, quels mets les Européens mangent durant cette période-là. C'est de la dinde, c'est du canard, c'est la pintade, vous voyez. Donc, c'est-à-dire on passe du 4 pattes aux 2 pattes. D'accord. Donc, il y a quelque chose de très surprenant. Une période pour manger les animaux à 4 pattes, surtout en fin d'année. Moi, j'ai consulté même des documents du Vatican que je peux vous montrer. Le Vatican est très clair. On passe normalement aux 2 pattes. À partir du solstice d'hiver. Parce que ça marque l'élévation. Alors justement, ça nous emmène à comprendre une chose, c'est-à-dire que le personnage de Jésus, personne ne sait quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort en réalité, parce que c'est quelqu'un qu'on a introduit dans l'histoire de l'humanité. Bon, parce que il faut bien comprendre une chose, une civilisation, c'est une organisation politique, une organisation économique, mais aussi une organisation religieuse. D'accord ? Donc, cette civilisation introduit, quand elle s'introduit dans l'histoire par la force, donc elle va aussi introduire sa vision. Sauf que le monde romain en a eu beaucoup, parce que c'était polythéiste au départ.
après ils ont été mitraillistes. Donc voilà, donc on voit que on a des empereurs Constantin qui essayent de faire une espèce de mixage de différentes cultures pour ne froisser personne, et on va aboutir petit à petit à un ramassis de toutes les cultures qui deviendra le christianisme. Le mieux, c'est de regarder justement ce que disent les spécialistes, et on pourra en rediscuter après. On part pour le deuxième document. Les bergers de Luc jouent un grand rôle dans le Noël chrétien. Mais d'après le professeur Vermèche, cette référence exclut que Jésus soit né en décembre. Même à Bethléem, les bergers ne gardaient pas leurs moutons dans les champs, la nuit, en hiver. Ils les faisaient rentrer à l'abri. D'ailleurs, les premiers chrétiens fêtaient la naissance de Jésus tantôt le 21 avril, tantôt le 20 mai. Ce n'est que plus tard que la date a été déplacée au 25 décembre. La date de la naissance de Jésus est une institution chrétienne qui remonte au IVe siècle. La date du 25 décembre a été choisie parce que dans le monde romain, elle correspondait à une fête, celle de Sol Invictus, le soleil invaincu. Une fête de la lumière s'est simplement transformée en une autre. Pour les chrétiens, le Christ est la lumière au monde. Et ce n'est pas seulement le mois qui fait débat, c'est aussi l'année. Lorsqu'on donne une date à la place de avant et après Jésus-Christ, on peut dire avant l'ère chrétienne et de l'ère chrétienne. Dans ce système, l'année de naissance de Jésus se situe entre 1 avant l'ère chrétienne et 1 de l'ère chrétienne, mais cela prête à controverse. Luc mentionne un recensement effectué en l'an 6 de l'ère chrétienne, l'année où la Judée est devenue une province romaine. Et il associe la naissance de Jésus à cet événement. Il explique aussi que l'enfant est né au jour d'Hérode, que certains ont pris pour Hérode le Grand. Le problème, c'est que cet individu est mort en 4 avant l'ère chrétienne. Si Luc fait référence à Hérode le Grand et non à son fils Hérode Archélaus, son récit ne fait qu'embrouiller les choses, car les spécialistes pensent qu'un recensement n'aurait pas été demandé par les Romains au temps d'Hérode le Grand. Une phrase de l'évangile de Luc explique que lorsque Jésus est apparu en public, il avait une trentaine d'années. Cet événement a eu lieu très peu de temps après le début des activités publiques de Jean-Baptiste. Toujours d'après l'évangéliste, Jean-Baptiste fait parler de lui en l'an 15 du principat de Tibère César, c'est-à-dire en 29 de l'ère chrétienne. Si Jésus avait 30 ans à cette date, il serait donc venu au monde en l'an 1 avant l'ère chrétienne. Or, il aurait fallu qu'il ait au moins 3 ans de plus à cette date pour avoir vécu au temps d'Hérode le Grand, ou 7 ans de moins pour être soumis au recensement romain. Un écart d'au moins 10 ans apparaît donc dans le récit de Luc. L'évangile selon Matthieu raconte une histoire différente. Une étoile inconnue était apparue pour proclamer la naissance de Jésus. 3 sages, interprètes des corps célestes, étaient venus de l'Est pour adorer l'enfant. Leur geste était censé souligner l'unicité de Jésus. La suite de l'histoire se transforme alors en roman noir. Par crâne du roi Jésus, Hérode ordonnait la mise à mort de tous les enfants mâles nouveau-nés. Il n'existe aucune preuve historique de ce meurtre massif. Il n'est même pas sûr que Jésus soit né du temps d'Hérode. Ni la date, ni le lieu de naissance de Jésus ne sont précisément connus. On doute même que l'église de la Nativité à Bethléem soit construite sur l'endroit exact de sa naissance. Alors donc l'homme sur lequel on a quasiment basé notre calendrier, en fait on ne sait pas où il est né, on ne sait pas quand il est né.
flou artistique dessus. Voilà, c'est-à-dire que la chose, c'est qu'il faut comprendre. D'ailleurs, monsieur dit qu'on commence les fêtes de Noël en 400, à l'époque de l'Empire romain. Donc, vous voyez qu'il faut comprendre, parce que, en fait, la chose, c'est que cette pensée, elle sert à contrôler la pensée de l'humanité. C'est-à-dire qu'on cherche à contrôler, à générer. La preuve, c'est qu'il y a des dogmes. Vous voyez, à partir du moment où une tradition spirituelle a des dogmes, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas discuter, non, ça veut dire que là... C'est problématique, parce qu'aucune tradition dans les pays du Sud ne fonctionne avec des dogmes. Je dirais, même si vous mettez un dogme, c'est que c'est plus une tradition spirituelle. Vous voyez, puisque nous, on ne rentre pas dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Hein. On n'a pas besoin de faire un dogme. Tout le monde voit bien qu'il s'est levé à l'est et qu'il s'est couché à l'ouest. Vous voyez? Donc les choses sont évidentes. Ouais, mais l'Européen aime bien contraindre effectivement à croire. Il y a une dimension très politique dans ce fonctionnement qui ne permet... Vous savez, même dans la tradition de l'Égypte antique, vous prenez même aujourd'hui dans un pays africain, les gens ne partagent pas tous. Vous avez la confrérie au niveau du Como, la confrérie au niveau des Dogons. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de vision qu'on peut débattre quant au fond, parce qu'on se rejoint sur le fond, mais la forme, elle peut être différente. Et c'est là où je dirais que dès qu'on installe des dogmes avec des obligations de penser comme ça crée un souci. Maintenant, le truc, c'est que, vous savez, nous, on a fondé la plus ancienne des civilisations, qui est la mère de toutes les civilisations, qui est les civilisations d'Égypte antique. Lorsqu'on commence à parler de divinités qui célèbrent le soleil le 25 décembre, ça veut dire qu'on est venu chez nous. C'est-à-dire que nous étions ceux qui avaient instauré cette chose-là. Mais c'était basé sur le solstice. Ce qu'on appelle le solstice d'hiver, c'est Jules César quand il a repris notre calendrier. Donc il a fait beaucoup d'erreurs, donc les dates ont été déplacées. Mais il faut comprendre ce que c'est que le solstice. Donc je propose le document suivant qui est assez complet, et ça nous permettra vraiment de comprendre les choses à ce niveau-là. On y va. Nous arrivons à cette station du solstice d'hiver. Actuellement, l'axe incliné de la Terre fait pencher sa moitié nord dans l'ombre. Nous passons de moins en moins d'heures au soleil, et de plus en plus d'heures dans l'ombre de la Terre. Le solstice n'est pas une station pour la Terre, c'est une station pour le soleil, qui de jour en jour, à midi, est resté plus bas dans le ciel, et qui s'arrête de descendre. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot solstice. Sol pour le soleil, stis, la station. Vous avez pu suivre chez vous les rayons du soleil qui, depuis l'été, pénètrent de plus en plus loin dans la pièce. Aujourd'hui, ils sont au maxi, parce qu'aujourd'hui, la moitié nord de la Terre se détourne le plus du soleil. La Terre se présente au soleil sous des angles différents. À l'équinoxe, il y a 3 mois, le soleil, à midi, était à la verticale de l'équateur. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne des endroits où le soleil tape à la verticale descend dans l'hémisphère sud. Ce week-end, le soleil, à midi, est à la verticale du 23e parallèle, à la verticale de l'Australie, de Madagascar et de Rio de Janeiro. Ce 23e parallèle s'appelle le tropique du Capricorne, parce que le soleil, à cet angle-là, se trouve devant la constellation du Capricorne. À partir de la semaine prochaine, la moitié nord de la Terre va de nouveau se pencher vers le soleil. La trajectoire apparente du soleil s'allongera, les jours, peu à peu, s'allongeront, cap sur le printemps. Il existe un autre phénomène très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre ou du solstice d'hiver. À partir du solstice d'été et jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'hémisphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et faible. Le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisaient pour les anciens le processus de mort. C'était la mort du soleil. Au 22 décembre, le déclin du soleil était complet, car le soleil, ayant voyagé vers le sud continuellement pendant 6 mois, arrivait à son point le plus bas dans le ciel.
ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud, du moins perceptiblement pendant 3 jours. Durant cette pause de 3 jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la Croix du Sud, ou Crux. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'1 degré, cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps. Et ainsi, il fait la transition du soleil juste avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, donc le salut. Cependant, ils ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, soit Pâques. Parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil vainque officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues que les nuits, et les conditions revitalisantes du printemps émergent alors. L'étoile à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes sont appelées de nos jours de la même façon qu'elles étaient dans les temps anciens. Les 3 nations est d'une vierge portant une gerbe de blé. Cette maison de pain et son symbole de blé représentent août et septembre, à la saison des récoltes. À son tour, Bethléem, en fait, se traduit littéralement par « maison de pain ». Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge et un endroit dans le ciel et non sur terre. Eh bien, on a comme l'impression effectivement qu'une certaine histoire qu'on nous a racontée est étrangement en lien avec les étoiles dans le ciel. C'est pour ça que j'ai écrit Cosmogénèse Camite. Clairement, c'est... Vous voyez, c'est-à-dire tome 1, tome 2, comprendre le grand livre du ciel. C'est-à-dire que, en fait, la réalité, je vais vous l'expliquer, elle est très simple. Avant, les grandes civilisations, la grande civilisation africaine de l'Égypte ancienne, fonctionnait en accord avec la nature, la biodiversité, le soleil. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que le dispensateur de l'énergie, c'est le soleil. Donc à partir de là, les saisons étant régulées par rapport au soleil, la position de la Terre par rapport au soleil, donc il y avait naturellement une prise en considération de ces éléments dans le fonctionnement de tous les jours. Vous savez, quand vous occupez des poules, vous savez que lorsque vous êtes en mars, vous avez un horaire pour rentrer les poules. Lorsque vous êtes en juin, c'est un autre horaire. En décembre, c'en est encore un autre. D'accord ? Donc vous savez très bien qu'il faut rentrer plus tôt lorsque vous êtes en décembre pour pouvoir rentrer les poules parce qu'il fait nuit beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que la durée du jour est beaucoup plus courte. Donc ces phénomènes-là, on a constaté que, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir le document suivant, mais la raison pour laquelle on a placé la fête de Noël le 25 décembre, c'est parce qu'il y a ce phénomène du solstice qui se déroule, c'est-à-dire la régénération du soleil, ce qu'on appelle le nouveau soleil, qui va donner Noël, Noëlas, Dias Natalis, enfin, tous les noms que donnaient les civilisations anciennes. Quand on les a formés à ces connaissances-là, il faut savoir que c'est nous qui avons appris à l'humanité la notion du temps. Le calendrier occidental est un calendrier africain. Vous voyez ? Donc, la chose, c'est que nous nous retrouvons dans quelque chose qu'on veut faire passer comme étant notre tradition, mais ce n'est pas notre tradition. Et ça veut dire qu'en fait, il faut prendre le temps de savoir, mais qu'est-ce qui était notre tradition avant de venir sur la plantation ? C'est-à-dire, avant de connaître ce grand marasme-là au XVe siècle, XIVe siècle, c'était quoi notre tradition au départ ? C'est pour ça qu'on parle d'humanité classique. L'humanité classique, c'est lorsque nous avons fondé les choses, l'ordre des choses et le savoir sur les choses. Vous avez vu que toutes les civilisations vont fonctionner sur ce même savoir. Oui. Voyez ? Maintenant, la problématique de fond, c'est que quand les auteurs, qui sont des Occidentaux, vont vouloir rédiger un texte, ils vont se référer tout simplement à leur climat, à leur saison. Donc ils vont placer les choses selon leur paradigme climatique. Sauf que ça ne correspond pas à l'espace géographique où ils veulent placer, je dirais, l'histoire. Donc vous voyez bien que tout cela montre bien que, effectivement, lorsqu'ils ouvrent cet ouvrage, les gens dont on parle, ce ne sont pas leurs ancêtres. Les lieux dont on parle, ce ne se trouve pas en Europe. C'est-à-dire ils ont fait une greffe. Et là, on voit que la greffe, en fait, elle a été faite en bricolant. Puisqu'il ne concorde avec rien. Et quand on commence à regarder sur un même auteur, vous avez vu que sur un seul auteur, il y a déjà des contradictions à tous les étages de la fusée. Si vous passez à un deuxième, il rajoute encore des contradictions. Donc là, vous voyez bien que, par contre, quand vous êtes dans la tradition africaine, ça n'existe pas.
parce que vous avez un lever iliaque de l'étoile Sirius tous les 1460 ans. C'est clair, net, précis, démontrable scientifiquement. La Terre tourne autour du Soleil, il y a 12 mois dans l'année. Enfin, le truc scientifiquement réglé, 1 heure fait 60 secondes, 60 minutes, 1 minute fait 60 secondes. C'est-à-dire, déjà à l'époque pharaonique, vous avez des textes qui parlent déjà de ça. Donc c'est pour vous dire que la chose, elle est carrée. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Afrique est le berceau de la métrologie, c'est-à-dire la science des unités de mesure du temps, du poids, des distances, de tout ça. Donc à partir de ce moment-là, ça fait que effectivement, moi je pense que quand vous prenez Clément d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, bon, c'est des Africains, on est en Afrique, hein. Il y avait la bibliothèque d'Alexandrie. Je pense que ce sont des gens qui ont voulu aider les Occidentaux à avoir une tradition. Mais la problématique de fond, c'est que l'Empire romain est un empire colonialiste. Donc leur bonté les a perdus. Non, là, c'est-à-dire que c'est un empire colonialiste. Donc il va tout simplement reprendre les choses, mais dans une géopolitique colonialiste. On va imposer des choses, il n'y aura pas matière à discussion, et on va organiser la division pour que les gens ne puissent pas s'unir. Donc il y aura des protestants, des adventistes, des évangélistes, enfin, on va découper le machin pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'union contre celui qui a le pouvoir. Donc tout ça aussi est calculé dans la dynamique, je dirais, de l'empire prédateur, qui était l'empire romain, il ne faut pas l'oublier. Et de là, c'est cet empire qui va générer la pensée européenne, c'est-à-dire le regard qu'on va avoir sur l'autre. Alors ça va commencer effectivement par les conflits entre Européens, entre les Germains, les Français et compagnie. Après, ça va dégénérer sur la planète. Et c'est ça la problématique. Maintenant, c'est à nous de comprendre ces phénomènes-là, puisqu'on a quitté cette grande terre des poissons, de revenir avec un peu plus de hauteur, sans avoir de l'animosité, essayer de comprendre un peu les choses, et trouver notre trajectoire, et bâtir notre tradition, et sortir des histoires de revenir debout. Voilà. Merci beaucoup en tout cas professeur Omotunde encore pour ce cours du jour sur les origines africaines des fêtes de Noël. Vous avez vu, j'ai encore invité les gens à appeler aujourd'hui. Bon, vous n'avez pas appelé, mais si vous avez des réclamations, vous avez des questions, monsieur Omotunde est tout à fait à même... Oui, parce qu'il y a beaucoup, en fait aujourd'hui il y a beaucoup de documents là-dessus. Moi déjà j'ai déjà fait 5 tomes pratiquement sur ces questions, et c'est vrai que je dirais l'enjeu c'est comprendre que nous sommes des êtres de lumière. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Et arrêtez de rejeter l'idée, parce que moi, ça m'horripile un peu. Nous sommes des êtres de lumière. Il faut créer les conditions d'une humanité réconciliée avec elle-même. Merci beaucoup, professeur Omotunde. On se retrouve très bientôt, justement, pour un nouveau jeudi anthropologie. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vois que vous êtes éclatés, justement, sur les réseaux avec vos commentaires. On va regarder ça de plus près. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un nouveau jeudi anthropologie avec Nusere Kalala Omotunde. Une bonne soirée à vous.